J'espère que tout le monde. Bonjour à tous, Bonjour j'espère à que tout le monde tous. va bien. Oh, j'en ai une. Allez, on va pouvoir y aller. Cette semaine, on va continuer un petit peu dans le mouvement de la semaine dernière. On a parlé des responsables de cet ouvrage, au final, de cette matière, je dirais plus, de manière plus précise, cette matière qui est la réponse talmudique, les conversations talmudiques entre, entre diverses autorités rabbiniques. Et on va plutôt parler de deux zones, deux écoles, des Chachamim, donc des sages du 11e et 12e siècle. Et on pourrait faire presque comme tout le monde, commencer par une carte, la France, l'Italie, dire qu'il y a deux zones, deux écoles, deux mondes, expliquer plutôt tranquillement qu'il y a là les tosafistes, là-bas les maîtres italiens, certains influences, certains échanges, des textes, bref, faire quelque chose de bien rangé et peut-être un peu trop propre. Mais ce n'est pas là que ça devient intéressant parce qu'au fond, la vraie question n'était pas ou n'est pas qui était-il, où vivait-il. La vraie question, c'est est-ce qu'ils se parlaient vraiment? Est-ce que ces zones géographiques, la France, l'Italie, dialoguaient? Parce qu'on imagine toujours, quand on parle du Moyen Âge, un monde plutôt lent, plutôt cloisonné et surtout très isolé. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Zoom. Il n'y a pas, je t'envoie un petit vocal, et pourtant, des questions traversent l'Europe. Des réponses circulent, des décisions alariques voyagent, et c'est déjà un mystère en soi. C'est cela, parler du responsable, de la réponse talmudique de cette matière importante, c'est de comprendre ou d'appréhender ce mystère. Alors prenons un cas très concret, pas une théorie, pas une idée générale, un échange précis. On a un livre important, trop méconnu, mais un livre important, ce livre qu'on appelle Les Responsa de Rachi, et même s'il faut être vigilant sur les petits détails intéressants, ce livre n'est pas juste Rachi. En réalité, ces trois couches, on a les réponses de Rachid lui-même, celles de ses élèves et celles qu'on lui a attribuées à Rachid, et parfois ou souvent à tort. Donc dès le départ, on comprend quelque chose, que même autour de Rachid, même lorsqu'on affilie à un livre, aussi important soit-il que les responsables de Rachid, il y a du flou. Oui, même Rachid, ce n'est pas toujours si simple. Et je vous l'avais déjà dit, même chez Rachid, il y a quelques fake news. Donc, au milieu de ce livre, il y a quelque chose de très intéressant, fascinant, trois responsables, trois questions, mais surtout au final trois messages qui voyagent. Ces questions sont posées par un certain Rabbi Shlomo Yitzhaki. Si vous voulez en français, Rabbi Salomon, fils de Isaac, ou bien que son nom de famille était Yitzhaki. Et là, tout le monde se dit, on connaît plutôt ses sonorités. Bon, ça va, on connaît ses Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki, Salomon, fils de Isaac, c'est Rashi. Sauf que pas si vite. Ces questions sont envoyées à qui? À un certain Rabbi Nathan de Rome, un des grands maîtres de l'Italie, un auteur d'un livre, ou plutôt d'un lexique dictionnaire encyclopédique assez incroyable, le Sefer Harour, le livre qui porte le nom du Harour. Donc, si c'est bien Rachi, on a ici un dialogue plutôt direct entre la France et l'Italie. Des questions qui sont posées par un certain Rabbi Salomon Yitzhaki et des réponses qui arrivent, qui proviennent de Rabbi Nathan de Rome. Un échange vivant et qui nous conduirait sur une certaine thèse, théorie d'un réseau intellectuel européen au XIe siècle. Et c'est pas si mal. Les questions portent sur quoi? Alors, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas des concepts abstraits, c'est trois questions. La première sur le repas du Shabbat,
la seconde sur une circoncision pour un enfant mort-né, aussi dramatique que ce soit, c'est une question qui a été posée, et la troisième concerne la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Nouvel An juif, avec cette action, cette mitzvah, ce commandement de la Torah de sonner du chauffard. Et qu'en est-il en termes d'organisation, de timing, lorsque dans ce même moment important donc du son du chauffard, il y a le devoir pour un papa de procéder à la circoncision de son fils. C'est une question de timing, donc des questions très concrètes. Et c'est ça qui est beau dans la halakha, dans la loi juive, c'est que ce ne sont pas seulement des idées, c'est la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est au cœur de ce responsable, de ces trois réponses en plein milieu du responsable de Rachid. Donc, si tout ça est vrai, on tient quelque chose d'assez énorme. Les sages de France, d'Italie, sont en lien, ils échangent, ils se consultent, ils construisent ensemble une certaine forme d'Europe rabbinique concrète, connectée avant l'heure. Sauf que, et évidemment, il y a un sauf que, il y a toujours un mais, certains chercheurs disent tout cela est probablement faux. Pourquoi? Parce qu'il existait, à la même période, un autre rabbi, Shlomo Aitzraki, en Italie, du même nom, de la même période. Et donc, possibilité très simple, ces questions ne proviennent pas de Rachi, celui qu'on appelle Rachi, qui porte ce nom-là, mais elles viennent d'un sage italien. Et donc, au-delà de cette théorie, il y a simplement l'idée beaucoup plus concrète et importante pour nous, c'est qu'il n'y a aucun lien entre l'Italie et la France. Là, tout s'écroule, le réseau serait totalement imaginaire, le dialogue totalement une illusion, et le Rachi qui a écrit à Rome, ben, c'est simplement une erreur euh, d'identification. Un grand historien qu'on appelle, enfin, qui s'appelle Abraham Gross, lui tranche de manière assez nette, ce sont des responsables italiens, point. Et là, on se retrouve dans une situation presque talmudique de lecture, de monde. La première version, c'est un judaïsme européen connecté, vivant, qui dialogue. Et la seconde version, des centres rabbiniques indépendants, sans lien réel. Et la vraie question, elle devient, mais qu'est-ce qu'on fait de cette incertitude? C'est bien beau d'avoir des théories. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que cette incertitude nous communique? Parce que derrière ce débat technique, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Comment une tradition se construit? Est-ce par des réseaux? Est-ce par des échanges? Est-ce par des circulations d'idées? Ou est-ce que chaque centre développe sa propre voie dans une certaine forme de solitude? Et peut-être la réponse est souvent, comme souvent, j'ai aimé à le rappeler, entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de texte nous oblige à faire quelque chose de très simple, arrêter de fantasmer le passé. Parce que souvent on imagine des grands maîtres qui se parlent, une tradition fluide, une continuité parfaite, mais la réalité elle est beaucoup plus humaine, des noms qui se confondent, et c'est assez malheureux, des textes qui circulent mal, des attributions qui sont discutées, des doutes et des incertitudes, et au fond, c'est très bien comme cela, c'est ce qui rend l'histoire vivante. J'aimerais peut-être derrière cette histoire de Rachi ou pas Rachi, qu'on s'arrête sur un autre responsable publié par un certain Samuel David Luzzatto. On peut peut-être s'arrêter une seconde, en dire quelques mots. Il est né en 1800. Il est décédé en 1865. C'est une figure majeure du judaïsme italien moderne. Il est professeur de collège rabbinique, c'est-à-dire rabbin à Padoue, philologue, poète, penseur, et surtout, c'est quelqu'un qui travaille sérieusement sur les manuscrits, avec les manuscrits. Donc, quand il publie un texte, lui, ce n'est pas une intuition du dimanche matin. Ce responsable, publié dans la revue Bet Haotzar, rapporte une chose très simple. 3 sages de Rome répondent à des sages de Paris. Cette fois, le sens est clair. Il y a un échange, il y a une correspondance, il y a un lien qu'on ne peut pas remettre en question, des sages de Rome qui répondent à des sages de Paris. Mais comme toujours, le judaïsme n'aime pas les choses simples, parce que ce texte commence par une formule très élégante à nos maîtres de Paris. C'est très respectueux,
c'est très propre, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui sont ces maîtres. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de signature claire, il n'y a pas de envoyé par tel destinataire. Et là, on rentre dans quelque chose de très juif, mais très universitaire à la fois. On a un texte, pas les personnes. On peut quand même dater le document, c'est début du XIIe siècle, autrement dit, juste après la mort de Rachid. Donc c'est ce rabbin du XIXe siècle qui rapporte un responsable, une question antérieure du XIIe siècle, juste après la mort de Rachid. Donc on est dans une génération charnière qui va créer, qui va être acteur de cette continuité. Rachid a tout donné. Maintenant, il faut en faire quelque chose, une matière de transmission. Donc, on est dans une génération charnière. Rachid n'est plus, son influence est partout. Ses élèves, ses gens prennent le relais. Et là arrive ce détail presque dérangeant. Mais pourquoi des sages de Paris écrivent-ils à Rome? Parce que soyons honnêtes, à cette époque, le nord de la France, c'est un centre majeur d'études entre Rachid, ses élèves, toute la dynamique qui suit, la Torah ne manque pas là-bas. Et pour autant, à l'inverse, Rome n'est pas connu pour être le centre le plus puissant intellectuellement à ce moment-là. Donc, logiquement, on aurait attendu l'inverse. L'Italie posant des questions, la France répondant. Ça serait classique. Mais ici, c'est Paris qui demande à Rome. Et là, on sent presque les historiens se crisper parce que ça ne rentre pas dans le schéma compréhensible que l'on peut appréhender. Alors, on propose une hypothèse. Peut-être que la communauté juive, une hypothèse qu'on a évoquée la semaine dernière, que la communauté juive de Paris traversait une crise, une virée, une grosse, pas juste une petite discussion après le buffet de samedi matin, après l'office du samedi matin, une polémique interne suffisamment forte pour les obliger à aller chercher un regard extérieur, un regard neutre, éloigné, non impliqué. Et c'est là que ça devient presque contemporain parce qu'on connaît ça. Quand un couple est en désaccord, quand deux personnes sont en désaccord, ils vont pas seulement voir leurs voisins, ils vont aller chercher quelqu'un de très loin, un thérapeute, quelqu'un qui est extrêmement extérieur, idéalement, quelqu'un qui ne connaît personne. Et encore mieux, quelqu'un qui ne connaît même pas le dossier. Mais une question reste ouverte. Pourquoi Rome et pas l'Allemagne? L'Allemagne est un centre intellectuel fort. Et c'est peut-être aussi la réponse, parce qu'en Allemagne, à cette époque, c'est aussi un centre fort et les académies rhénanes sont actives, les traditions sont proches. Ça aurait été plus logique, plus accessible. Et pourtant, aucune réponse n'est claire. Et là, il faut accepter quelque chose de difficile dans un esprit moderne. Parfois, l'histoire ne répond pas, ne peut pas répondre. Elle suggère, mais elle ne répond pas. Et c'est peut-être justement dans ce cadre-là qu'un autre élément vient enrichir ce tableau. Un certain professeur, Ephraim Urbach, lui a écrit en 1912, il est né en 1912 et décédé en 1991, une grande figure de l'étude des Tosafot. Et lui nous donne une implication précieuse. Rabbeinu Tam était en contact avec d'autres pays. Mais il ne s'arrête pas là. D'autres pays. Donc Rabbeinu Tam, si on fait un petit arrêt, c'est Rabbi Yaakov ben Meir, celui qu'on connaît, le petit-fils de Rachi, celui qui s'occupe de la communauté de Ranrut. Il est né en 1100, il est décédé juste avant le décès de Rachi. Il est décédé en 1171. C'est une figure centrale des Tosavistes. Autrement dit, et on l'a déjà dit de cette manière, je crois, si Rachi était cette porte-là qui nous a ouvert une voie, Rabbeinu Tam, c'est tout le système d'exploitation derrière. Donc, selon les sources, Rabbeinu Tam est en contact avec des sages d'Espagne, des sages d'Italie, des sages d'Ashkenaz, donc d'Allemagne, mais aussi des sages de Provence. Tous s'adressent à lui. Et là, on commence à avoir quelque chose de très différent. Il n'y a pas de bloc. Il n'y a pas la France versus l'Italie. C'est un seul et même réseau. Un réseau informel, mais vivant, mouvant, où des questions circulent, où des réponses voyagent, où l'autorité n'est pas territoriale, mais intellectuelle.
Il y a même cette phrase magnifique, on y reviendra, rapportée à propos des sages de l'Italie du Sud, c'est de Bari que nous viendra la Torah. Et de Bari, vous savez, cette petite ville portuaire assez, assez, voire totalement incroyable en termes de paysage, c'est de Bari, et j'y étais, et je cherchais la présence juive. Elle est absente. Et pour autant, au Moyen Âge, à propos des sages de l'Italie du Sud, on écrit, c'est de Bari que nous viendra la Torah. La parole de Dieu sera délivrée à Otrante. C'est étonnant, c'est fascinant cette phrase, parce que ça renverse totalement les hiérarchies. La périphérie devient centre, le centre se déplace, l'autorité circule. On touche quelque chose de très profond dans le judaïsme. La Torah n'appartient jamais à un lieu fixe. Elle est toujours en mouvement. Elle n'appartient jamais à un lieu, jamais à une personne. Elle est toujours en mouvement. Les travaux de Rami Reiner, un contemporain, professeur, si je ne m'abuse, à l'université de Bar-Ilan, qui a publié dernièrement un ouvrage sur le riz de Dampierre, avec Isaac de Dampierre et les autres autosadistes. Lui, il le montre très bien. Rabbi Noutam est reconnu de son vivant dans plusieurs régions. Ce n'est pas une autorité locale, c'est une autorité européenne, sans faire d'anachronisme, mais en le comprenant, en le schématisant. Donc, petit à petit, il y a une certaine image qui se précise. Oui, il y a des zones géographiques, oui, il y a des différences culturelles, et c'est fondamental, mais il y a surtout une circulation permanente. Et c'est peut-être que là la vraie erreur, c'est d'avoir voulu figer ce monde, parce que ces sages ne pensent pas en pays, ils pensent Torah transmission et surtout responsabilité. Torah transmission et surtout responsabilité. Au fond, la vraie carte du judaïsme médiéval, ce n'est pas une carte géographique. Ce n'est pas que je n'aime pas la géographie, j'aime pas les maths. Mais la géographie, ça va. Et pour autant, enfin, les maths ne m'aiment pas, si vous le voulez de cette manière-là. Euh, 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 et pour autant, la vraie carte du judaïsme médiéval, ce n'est pas une question de géographie. C'est une carte de questions. C'est une carte de questions avec ces questions au centre qui pose les questions, qui répond à ces mêmes questions et qui fait autorité. Et c'est ça, une carte qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, continue de bouger. Ailleurs, dans un autre texte, on pense avoir trouvé une preuve, un lien entre Rabbeinu Tam et une ville italienne, Simponte. J'ai cherché sur Internet. Sincèrement, j'ai pas vraiment trouvé, si ce n'est peut-être la périphérie de Venise. Alors, Simponte, si vous voulez, avec l'accent, ça sonne très italien. Ça sent le sud, on visualise déjà le réseau, la France, l'Italie du Sud, des échanges. Encore une fois, la circulation de la Torah. Sauf que personne ne sait qui est ce rabbin de Simponte. Simponte. Et alors que les chercheurs font ce qu'ils font toujours, ils proposent, un certain Henri Gros, un autre historien, nous dit, peut-être s'appelait-il Rabbi Isaac, un autre nous dit peut-être Rabbi Moshe, on hésite, on suppose, et là de coup de théâtre, et si peut-être Simponte, j'en sais rien, n'existait pas vraiment dans cette histoire. Et si euh, on aurait trouvé une autre réponse, une autre théorie, presque mot pour mot, adressée cette fois. C'est-à-dire une autre réponse, la question qui est adressée par ce Moshe de Simponte, on l'aurait trouvé quasiment mot pour mot avec un autre Moshe qui est plutôt à Pontoise. Et que le si Ponté, c'était Pontoise, et le si, c'était une petite syllabe en trop. Un scribe qui aurait fait une erreur dans un manuscrit, on est à l'ère de... Même aujourd'hui, avec nos correcteurs, on fait des erreurs. Et parfois, une petite syllabe peut créer une ville. C'est magnifique. Donc, une lettre de trop et tu inventes, parce que derrière la ville, tu inventes un réseau international, tu inventes que Rabbeinu Tam était
en contact avec ces rabbins de Skim-Ponté. Donc, on pense avoir découvert un lien entre la France et l'Italie, mais en fait, on a juste un problème d'orthographe. Donc, bienvenue dans l'histoire médiévale. Et là, soyons honnêtes une seconde, ça devrait nous rendre un peu humbles, parce que parfois, on construit des théories entières sur une voyelle mal placée. Des théories entières et parfois des conflits entiers. Mais ce n'est pas fini. On trouve dans le Sefer Yachar est l'œuvre magistrale de Rabbeinu Tam, une autre correspondance. Rabbeinu Tam posant lui aussi une question aux sages de Rome. Donc là, c'est clair. France, Italie, question-réponse, réseau international, européen et tout ce que vous voulez. Sauf que, évidemment, toujours ce sauf que qui nous poursuit, tout le monde n'est pas d'accord. Urbach, ce même historien, lui dit oui, c'est bien Rabbeinu Tam. On est dans l'Italie et c'est bien Rabbeinu Tam, la France. Mais Abrahamson, un autre historien, dit non, il ne s'agit pas de Rabbeinu Tam, il s'agit d'un sage italien. Donc encore une fois, même texte de lecture de monde, et là doucement quelque chose encore se dessine. Ce n'est pas juste qu'on manque de sources, c'est que les sources ne sont jamais simples. Et on continuerait à l'infini dans une autre institution rabbinique attribuée à Rabbeinu Tam, on lit nos maîtres de Rome. Donc c'est encore une fois très très clair. Et là, sauf que certains chercheurs disent Rabbi Yaakov de Ranruth qu'il faut lire non pas, excusez-moi, donc, il ne faut pas lire nos maîtres de Rome, mais nos maîtres de Ranru, de Rome-Rue. De Rome est devenu Ranru. Donc Rome, Italie, Ranru, c'est l'Allemagne, enfin la France, la Champagne. Donc en une lecture, tu crées ou tu détruis un lien international et une autre, le phénomène européen disparaît complètement. Et encore une fois, une syllabe et on change totalement la géographie du judaïsme médiéval. Franchement, ça en devient presque comique. On pourrait résumer comme ça, les sages écrivent des textes, les scribes ajoutent une lettre, les chercheurs écrivent des lettres, écrivent des livres sur cette lettre, et nous, on en fait des conférences. Mais derrière l'humour, il y a quelque chose de toujours très sérieux, parce que malgré toutes ces incertitudes, une idée paradoxale apparaît. Même si les preuves sont fragiles, discutées, instables, les sages de France semblent parfois se tourner vers l'Italie. Parce que les sources sont redondantes. Et ça, c'est surprenant parce qu'on aurait pu penser l'inverse. Mais ici, on le voit bien, Rabbeinu Tam lui-même, les sages de son environnement, parfois considèrent les sages de l'Italie comme une référence. Et là, on touche quelque chose de très profond qu'on a plus ou moins apporté. L'autorité ne suit pas toujours la logique géographique. Elle ne suit pas toujours la puissance intellectuelle apparente. Elle suit autre chose. La reconnaissance, la légitimité perçue et surtout la confiance. Et ça, c'est infiniment plus subtil. Un dernier élément pour se laisser aller à cette liste de responsables, un débat rapporté dans le Mordéri, un autre rabbin de la fin de la période médiévale. Sur la question, peut-on faire confiance à un document signé si on doute de la signature? Une question très très médiévale, très talmudique en soi, parce qu'on cherche toujours l'authentification dans un monde qui avait du mal à, mais en réalité, les modes se répètent, c'est une question aussi très contemporaine. Qui débat Rabbeinu Tam versus Rabbi Yosef de Tarente, donc en l'Italie du Sud, et Rabbi Chaim HaKohen. Alors, selon un historien, ce n'est même pas une correspondance, c'est une discussion orale. Autrement dit, ces sages se sont rencontrés.
c'est un cran au-dessus. On n'est plus dans la correspondance avec des interprétations, mais on n'est plus simplement dans les lettres qui voyagent, on est dans des hommes qui bougent. Un sage né en Italie qui finit en Allemagne et qui discute avec des maîtres français. Voilà le vrai réseau. C'était pas simplement des flèches sur une carte. C'est des trajectoires humaines, des déplacements, des rencontres. Et c'est peut-être là que la conclusion est, on a voulu voir des centres, des systèmes, des structures, mais en réalité, le judaïsme médiéval fonctionnerait comme une conversation fragile, parfois mal copiée, parfois mal comprise, mais toujours vivante. Et au fond, entre une lettre en trop, un nom incertain et un manuscrit ambigu, ce qui a vraiment circulé, ce n'est pas seulement la Torah, c'est la relation entre ceux qui l'étudient. On reprend ce même manuscrit, on lit dans ce texte, à propos de ce texte, ce document signé dont on doute de la signature, on lit dans ce texte nos maîtres de Rome, très bien, tout le monde comprend, l'Italie, une certaine dépendance, une certaine reconnaissance à l'Italie, sauf que Rami Reiner arrive et dit non, encore une fois, ce n'est pas Rome, c'est Rangru. Bon, c'est la deuxième fois, c'est bien sympathique, parce que ça paraît technique, mais il faut s'arrêter une seconde. En réalité, c'est énorme. Une lecture, tu crées un lien avec l'Italie. Une autre lecture, tu restes en Allemagne, en Champagne. Autrement dit, ce n'est pas l'histoire qui change, c'est la lecture du mot. Et là, on touche encore un autre point dans le judaïsme, qu'on a souvent parlé, mais jamais de manière claire. Lire, ce n'est jamais neutre. Lire, ce n'est jamais neutre. Dans le Talmud, on le sait, une lettre change la halakha, une vocalisation change une loi, une pause change un sens. Et ici, c'est pareil, une syllabe et tu redessines l'Europe. Franchement, si on devait résumer, c'est incroyable. Voilà. Les erreurs ont des conséquences. Les historiens travaillent avec des manuscrits. Ces manuscrits qui ont eux-mêmes des erreurs, et les erreurs qui ont des conséquences dramatiques. Et nous, au milieu, on essaye de faire une conférence, un campus plutôt cohérent. Donc on continue, on essaye de continuer, de garder le fil. Rabbeinu Tam enseigne une réponse venue de Rome, avec laquelle il n'est pas d'accord. Rami Reiner qui dit que cette réponse ne vient pas de Rome, mais de Rangru. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que s'il y a un échange, il y a échange, mais pas soumission automatique. Donc, déjà nuance. Relation n'est pas égale à hiérarchie simple. Mais là encore, on ne sait pas si cet épisode est vraiment contemporain de Rabbeinu Tam. Donc, même si on pense tenir quelque chose, le temps lui-même devient incertain. Et là, je vais me répéter, bienvenue dans le Moyen-Âge. Les gens écrivent, les textes circulent, les dates disparaissent. Et pourtant, malgré tout ce flou, la conclusion apparaît et elle est étonnante. Les sages de France, Rabbeinu Tam à leur tête, semblent se tourner vers l'Italie. Et ça, c'est contre-intuitif parce que dans notre imaginaire, Rachid, c'est le sommet, les Tosafistes, ça reste le sommet, et la France, c'est non seulement le sommet, mais c'est le centre du monde. Peut-être encore vrai aujourd'hui. On va se permettre de le dire. Mais ici, ou de le croire, c'est toute la question. Mais ici, on découvre autre chose, une forme de déférence. Comme si Rabbeinu Tam disait, oui, j'ai une méthode, j'ai une puissance, j'ai une école, mais il y a ailleurs une tradition peut-être un peu plus ancienne. Et là, on touche quelque chose de profondément juif, le respect de l'ancien. Même quand tu es un géant, tu regardes derrière toi. Même quand tu es Rabbeinu Tam, tu sais que tu n'as pas commencé l'histoire. Et c'est confirmé par un détail très fin du texte. Les sages, eux, les sages d'Italie, eux ne reconnaissent pas l'autorité de Rabbeinu Tam. Et la silence, parce que c'est violent en soi, mais c'est élégant. La France regarde l'Italie, l'Italie ne regarde pas la France.
C'est un peu comme dans certaines relations, tu admires quelqu'un et lui ne sait même pas que tu existes. Mais derrière cette pointe d'humour, que je me veux très froide, très ashkénaze, si vous voulez, il y a une certaine euh, logique. Les sages d'Italie ont une tradition plus ancienne, plus enracinée dans un monde méditerranéen, plus proche des centres historiques. Donc pour eux, Rabbeinu Tam est grand, mais pas encore cette référence universelle qu'est la nôtre. Donc on comprend quelque chose d'essentiel. Dans la continuité de la séance de la semaine dernière, l'autorité ne se décrète pas, elle se construit dans le temps. Ça, je pense que beaucoup, enfin, personnellement, j'ai besoin de l'entendre, mais beaucoup ont besoin de l'entendre. L'autorité ne se décrète pas, elle se construit dans le temps. Ce que Rabbeinu Tam représente pour cette Champagne, pour le monde ashkénaze, il ne le représente pas encore pour l'Italie. Et pourtant, lui, il les admire. Le texte le dit clairement. Rabbeinu Tam, pourtant connu pour son caractère très affirmé, euh, très autoritaire, devient presque un face aux anciens sages italiens. Et ça, euh, euh, croyez-moi, c'est fascinant. Parce que Rabbeinu Tam, ce n'est pas quelqu'un qui doute beaucoup, qui a besoin de beaucoup de confiance en lui. C'est quelqu'un de tranchant, de sûr de lui, capable de défendre des positions avec force. On raconte une fois, je ne saurais pas vous le raconter comme on l'a raconté, mais on le raconte quand même, que il a été capable d'aller au marché de Rennes et de déclamer des institutions rabbiniques, certaines modernités, certaines révolutions et évolutions de sa société au marché parmi des gentils, enfin parmi les nations en quelque sorte. Et il était affirmé, il était tranchant, il était capable de défendre ses positions face à l'adversité avec force. Et pourtant, face à l'Italie, il change de ton. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît quelque chose de plus profond que lui. Une chaîne, une antériorité, une mémoire plutôt, plutôt cela. Et là, on arrive peut-être à quelque chose qui est la clé de tout. On a cherché des réseaux, des correspondances, des preuves historiques de relations internationales, mais en réalité, le lien le plus fort n'est pas technique. Ce n'est pas une lettre, ce n'est pas un responsable, ce n'est pas une carte. C'est cette conscience de la transmission. Rabbeinu Tam ne regarde pas l'Italie comme une certaine forme de concurrence, il la regarde comme l'origine. Et ça change tout. Parce que dans le judaïsme, être grand, ce n'est pas être au sommet, ce n'est pas être au sommet, c'est c'est savoir d'où on vient. Alors, il y a une question de Monsieur Collin, si je ne m'abuse, et je pense qu'on l'a répondu à l'instant, si je ne m'abuse. Voilà, les choses se font bien. Elle apparaît au moment où je dis les choses. Donc, parce que dans le judaïsme, être grand, je vais vous le dire différemment, je pense vous l'avoir déjà partagé, Monsieur Collin. Euh, dans le judaïsme biblique, il y a deux symboles. On n'a pas beaucoup de symboles et on ne croit pas beaucoup. On n'est pas une religion très attachée au symbolisme, malgré que parfois on pourrait entendre. Il y a deux symboles qui s'opposent. La menorah, le chandélabre, vous savez, de Hanouka, du temple, etc. Et il y a la pyramide égyptienne. La pyramide égyptienne, c'est un point au sommet et une base qui symbolise au final la hiérarchie, le pharaon qui se voulait être une divinité, hein, un demi-dieu. Et de l'autre côté, on a une menorah. Et le symbole de la menorah, c'est quoi? C'est une pyramide inversée. Si vous voulez, c'est un triangle inversé. La base est unitaire, le socle est unitaire, mais il y a une pluralité alors, des branches. Tout ça pour dire que oui, il y a cette fameuse blague quand il y a deux juifs, il y a toujours trois opinions, mais c'est, et que voilà, il y a toujours plein de chefs dans la communauté, c'est bien beau. Tout cela, mais tout cela pour être un peu plus sérieux, et dire les choses, c'est qu'en fait, le rabbin, l'autorité, Moïse, puisque c'est aussi des Moïse qu'on parle quand on compare à Pharaon, avait une notion très précise du leadership.
de l'autorité, c'est d'être au service de la communauté. Et lorsqu'on est au service de la communauté, eh ben, on est obligé d'inverser la pyramide. Et de comprendre que c'est pas parce que on met autrui plus haut que l'autre, plus haut que soi-même, en fait, qu'on met autrui en termes de priorité, que ça veut pas dire qu'on n'est pas leader. Au contraire. C'est un peu fin en termes d'humanité. Ça doit nous faire méditer nos relations humaines. Mais pour autant, je ne pense pas que ça soit véritablement impossible. Impossible n'est pas humain. Mais voilà, la vraie conclusion de tout ce passage, c'est que être grand, ce n'est pas être au sommet, mais savoir d'où on vient. Et pour ce qui est des liens entre la France et l'Italie, ce ne sont pas simplement des échanges de textes, même si on est très attaché au texte, ce sont des relations d'identité. Quand je parle de relations d'identité, c'est une question de confiance. Une génération qui se construit face à une génération qu'elle reconnaît comme fondatrice, et au fond, même quand les lettres, même quand les manuscrits sont incertains, parce que il y a une question de noms qui sont flous, ou des villes qui changeraient à cause d'une syllabe, ce qui reste stable dans tout cela, c'est le respect de la transmission. Et si on veut, on pourrait arriver presque à la fin. Si j'ai encore quelques minutes enfin, quelques textes, quelques lignes à lire encore, ou à vous partager. Euh, euh, comme souvent dans de bons textes, la conclusion ne simplifie pas, elle complexifie, elle complique intelligemment. Donc, j'aimerais reprendre. Rabbi Tam parle de ses maîtres de Bari, des maîtres de l'Otaringie, et même de Rabbeinu Gershom Meor Agola, qui lui pas en Italie, mais plutôt en Allemagne. Rabbi Tam donc s'inscrit dans cette chaîne, il se situe dans cette géographie spirituelle, il reconnaît plusieurs pôles, mais là il y a quelque chose de presque frustrant. On ne sait presque rien de ces sages de Bari. Rien, donc c'est-à-dire pas leurs noms, pas leurs œuvres, pas leurs méthodes, juste une trace. Un d'entre eux aurait reçu le titre de Alouf, c'est-à-dire ce titre d'érudit reconnu, de chef spirituel, dans les académies talmudiques des Géonim, c'est-à-dire à la période du 8e siècle. Et c'est tout, grosso modo. Et là, il faut accepter une idée qui dérange un peu notre manière moderne de penser. Il existe des centres majeurs qui n'ont presque laissé aucune trace. Bari, une ville portuaire, une plaque tournante, un carrefour, Cécile Roth l'appelle la grande porte de l'Orient. C'est sublime. Parce que ça veut dire que la Torah ne circule pas seulement dans les académies talmudiques, elle circule aussi dans les ports, dans les bateaux, dans les échanges commerciaux, dans les routines maritimes. Autrement dit, le commerce transporte aussi des idées. On pourrait presque dire que le premier réseau juif, ce n'est pas WhatsApp, c'est une petite dédicace à un ami, ce n'est même pas le responsable, c'est le bateau. Et c'était pas une blague, parce qu'on apprend qu'il était relativement simple de prendre le bateau de Bari pour aller en Terre Sainte, en Eretz Israël, revenir. La même année, en quelque sorte, aujourd'hui, tu rates ton vol, tu es bloqué 8 heures à Roissy. Eux, ils faisaient l'Italie, Israël, aller-retour assez tranquillement. Et ça change tout, parce que ça veut dire que Bari n'est pas une périphérie, elle est connectée. Connectée à qui? Alors pas vraiment à l'Orient, à l'Orient, plutôt à l'Occident. Et pour autant, les échanges, les historiens nous le disent, se font surtout avec l'Est. Donc en réalité, France, Italie, ce n'est pas peut-être le lien principal. Tout se pourrait se redessiner, et c'est la raison pour laquelle peut-être on n'aurait pas assez de preuves textuelles, parce que Rabbeinu Tam admire Bari, non pas parce que Bari est proche, mais parce que Bari est elle-même reliée à plus ancienne, à une tradition orientale, à une tradition antérieure. Donc en réalité, ce qu'il admire dans l'Italie, ce n'est pas l'Italie, c'est ce qu'elle porte.
Et c'est une nuance fondamentale. Et là, on comprend pourquoi Bari reste une énigme. Un centre majeur, une influence réelle, mais presque aucune trace. Parce que c'est à la fois ironique, les, les endroits les plus importants sont parfois ceux qu'on connaît le moins, un peu comme ces gens dans une famille que tout le monde dit c'est lui le pilier, mais personne ne sait exactement ce qu'il fait. Et si on veut aller jusqu'au bout, il faudrait peut-être mentionner cette tradition. Celle de quatre rachamim partis de Bari, rapportés par un certain Abraham ibn Daoud. L'un d'entre eux se trouvait à Kérouan. Et là, encore une fois, donc Bari, l'Afrique du Nord, Bari, l'Orient, Bari, la diaspora, Bari, du pas forcément vers la France. Et donc, c'est là que la conclusion arrive. Aucun témoignage solide ne prouve un lien structurant entre Abenoutam et les sages d'Italie. Pas plus qu'un lien entre Rachid et Rome. Autrement dit, tout ce qu'on a essayé, ou on aurait essayé de construire, ne tient pas vraiment. Et là, oui, on pourrait être un peu déçu de dire qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Mais en réalité, il y a oui quelque chose. Simplement, ce n'est pas ce qu'on cherchait. On cherchait un lien entre la France et l'Italie. On cherchait des lettres, des réseaux, des preuves. On trouve des silences, des incertitudes, des décalages. Mais surtout, quelque chose de très profond. Et ça, on le trouve. Une hiérarchie invisible. Rabbeinu Tam qui regarde l'Italie avec respect, l'Italie qui ne le reconnaît pas vraiment, et derrière tout cela, une certaine logique, l'ancien, le légitime, le nouveau qui est en construction, et donc Rabbeinu Tam qui n'est pas encore universel, mais qui est en train de le devenir. Quand je parle de Rabbeinu Tam, je parle également de Rachi. Et ça, c'est peut-être la plus belle construction, parce qu'on assiste en direct à la naissance d'une autorité. Une autorité qui n'est pas encore reconnue partout, mais qui le sera. Et au fond, l'histoire que l'on vient d'écrire, ou vient de lire, ce n'est pas seulement celle de lien entre France et l'Italie, c'est l'histoire d'un monde qui est en train de se structurer, d'une Torah en train de circuler différemment, d'autorités en train d'émerger. Et peut-être que la vraie leçon, et je conclurai avec cela, c'est que le judaïsme ne s'est jamais construit comme un système organisé, et c'est volontaire. Il s'est construit comme une conversation, parfois claire, parfois confuse, parfois avec une lettre en trop, je l'ai bien aimé celle-là, mais toujours avec une fidélité à ce qui précède. Et ça, quand on ne comprend pas tout, même quand on ne comprend pas tout, ça n'a pas bougé. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Michael. Une petite précision quand même, c'est le réseau Merci, juste, c'est Rach. Facebook, hein, pas WhatsApp, le meilleur. Voilà. Salut. C'était une dédicace pour toi, Jean-David. Je me suis douté. Salut. Merci à tous. Voilà, s'il n'y a pas de questions, Alors attends, je regarde. Merci beaucoup, Rach. J'ai juste une petite question. bien sûr. Oui, quelle est la place de la France par rapport dans la Torah? Parce que j'ai lu des passages euh, euh, en lien avec le mot Sarfat ou Sarfat, oui, Oui, Sarfat. oui, alors on en avait parlé, je retrouverai peut-être l'intitulé de la conférence, on avait parlé dans les premières séances, les intellectuels modernes, de BHL en passant par le grand rabbin de France, et d'autres, Manitou également, aiment bien rappeler que le nom de Serpad se trouve dans la Bible, et qu'en réalité, Serfat, derrière tout cela, moi, ce que j'aime à dire, et je pense, si je m'amuse, je vais simplement me répéter, euh, que Serfat veut dire un creuset. Derrière ce que la France est, représente, c'est aussi cela, ce creuset. Donc oui, il y a ce nom-là. Non, c'est difficile de dire que la Bible parlait de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Mais oui, la France, les Lumières, la Révolution et tout ce qu'elle a pu apporter, Rachid également, fait partie de ce creuset-là de l'orfèvre qui produit une certaine matière précieuse. Voilà.
Donc ça, c'est la place de la France dans la Bible. Il J'ai y a vu que une... tu avais deux questions de Bruno Exact, alors dans je vais le essayer chat. de les lire. Donc dans votre propos, vous avez dit peut-être, peut-on faire confiance à un document mal signé? C'est un document, pas mal signé, plus précisément, un document dont on doute de la signature. Euh, ouais. C'était ça la manière précise de la chose. En fait, la, la, la preuve dans le Talmud et dans la Bible, elle est très différente de la preuve en droit civil. En droit talmudique, la preuve ultime, ce n'est pas l'écrit, c'est l'homme, ou plutôt deux personnes. Pour établir une chose, il faut un témoignage de deux personnes. Alors que en droit civil, on croit plus l'humain, puisque l'humain peut interpréter, puisque l'humain peut surjouer. Mais en droit talmudique, c'est un verset un peu complexe à expliquer sur un pied, mais c'est fondamental. C'est le droit talmudique dérivé d'un verset de la Bible, concrètement. Et c'est la raison pour laquelle la place de l'écrit dans le judaïsme est très discutée. C'est-à-dire que même lorsqu'on parle de signature, en fait, on authentifie la signature sur la base du témoignage de la personne. C'est-à-dire que si maintenant la signature que l'on voit devant nous, on ne la connaît pas, c'est quasiment nul. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours un peu de nuance à mettre. Et il y en a, c'est quasiment nul et non avenu. C'est-à-dire que pour valider l'écrit, la signature, il faut faire venir des témoins et que le témoin dise oui, c'est ma signature, j'authentifie la chose. Donc c'est un vrai sujet je suis pas rentré dans le détail de la chose, mais c'est un vrai sujet talmudique. Donc voilà. Bah merci à vous. On se Merci retrouve beaucoup, Rav. à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.